Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Les coupures d'électricité au Mali, un calvaire sans fin, c'est le thème qui sera abordé au cours de ce grand dialogue. Les coupures intempestives d'électricité continuent un peu partout dans le pays. Certains habitants jugent la situation insupportable. D'autres espèrent que les dispositions annoncées seront la solution à long terme. Si par le passé, la société Énergie du Mali expliquait que la coupure était liée à des travaux de maintenance du réseau, ces derniers temps, elle ne donne aucune raison. Au même moment, le ministre de l'énergie a annoncé l'arrivée bientôt d'une énergie verte et d'une centrale nucléaire. Seront-elles la solution au problème d'électricité? Quelle explication à ces coupures récurrentes d'électricité dans le pays? Pour en parler, nous avons trois invités. Garaba Diallo de l'association des professionnels d'électricité au Mali, Clément Dambélé de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage et El Hadj Dantouma Koïta, vice-président du SINACODEM, syndicat national des commerçants détaillants, qui sera au téléphone. À la présentation, je suis Imrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Garaba Diallo, quelle lecture faites-vous de ces coupures de ces derniers temps? Bonsoir à tous les auditeurs. Je crois que ces coupures que nous vivons aujourd'hui sont dues vraiment à des travaux qui sont en cours jusqu'à présent. Selon les analyses de l'Association des professionnels en électricité du Mali. Tu sais, l'année 2022-2023 a été l'année des grands travaux pour l'EDM. C'est là où l'EDM a fait le premier réseau souterrain de plus de 12 km. Ça qui quitte de Kalabankoro jusqu'à Badalabougou. C'est-à-dire au poste d'interconnexion de Kalabankoro jusqu'à Badalabougou. Ensuite, c'est l'année où l'EDM s'est vraiment équipé en logistique et en recrutement. Donc, par exemple, quand nous faisons allusion à la nouvelle centrale de Sirakoro, qui est venue, qui devait être injectée dans le réseau, ben, techniquement, ils ont vu que ce n'est pas possible. Il faut une ligne spéciale pour ça. Donc, il y avait déjà des raccordements qui étaient en vue. Donc, ça demandait des modifications. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu vois aussi l'axe Sikasso-Bamako, tu verras deux lignes tout de suite. La ligne très haute tension et la ligne moyenne tension. Donc, ces travaux sont en cours. C'est un peu compliqué tout de suite d'avoir un résultat aujourd'hui. Maintenant, la ville de Bamako, avec la golopathe démographique qui est en vue, a fait aussi qu'il y a eu beaucoup de changements sur la ligne. Il y a eu des travaux de renforcement. Après ces travaux de renforcement, ça a demandé à changer des postes de transformation. Donc c'est un peu compliqué tout de suite de pouvoir donner un bon résultat. D'accord. Voilà un peu. Selon l'association de professionnels d'électricité au Mali, ces coupures d'électricité sont dues non seulement à des travaux en cours afin d'avoir des lignes spécifiques. Est-ce que cela... quelle est votre lecture face à ces coupures d'électricité? Clément. Merci beaucoup. Honnêtement, je suis surpris quand même d'entendre que nous avons encore ces histoires de travaux. Qu'on nous parle de ça. Je respecte beaucoup mon jeune frère. Certainement, il a ses raisons. Mais depuis l'EDM est là au Mali, ce sont des travaux qui sont interminables. Mais j'aimerais bien lui poser la question, quand est-ce qu'on finira ces travaux pour avoir le minimum d'énergie au XXIe siècle? On est en 2023. Donc plus les travaux vont vers la fin, moins on a l'électricité. En fait, on n'est pas là aujourd'hui à discuter d'une boutique où il y a quelques chewing-gums et des biscuits. Là, on parle d'un domaine régalien de l'État où la vie économique est complètement rattachée à cela. C'est-à-dire qu'il y a un problème de prévision, il y a un problème structurel, organisationnel au sein de l'EDM. Parce que faire des travaux au XXIe siècle, avec toute la technologie qu'on a, et l'imputer sur l'ensemble de la structure qui ne fonctionne plus, c'est quand même grave quand on entend ça. Ça veut dire qu'il y a un problème de prévision, il y a un problème structurel au sein de l'EDM, c'est-à-dire organisationnel. Mais en plus de cela, ça montre qu'il y a un problème de gouvernance interne au sein de l'EDM, qui peut même
impliquer la responsabilité de l'État de laisser une société qui chaque fois justifie des coupures par le fait qu'il y a des groupes électrogènes qu'on a vu à l'OTM sur des porchards énormes pour nous jurer qu'il n'y aura plus de coupures d'électricité. Après, on nous parle de Serakoro, comme il a dit, avec le groupe qui est en train d'écraser toutes les maisons à côté. Je vous invite d'aller voir le bruit, d'aller écouter seulement le débit de ces groupes électrogènes. J'aimerais bien que la ministre fasse une visite là-bas pour prendre le cahier de charge et regarder le groupe installé. Est-ce que ça correspond franchement à ces normes? Et l'étude de faisabilité. Et je défie aussi, aujourd'hui, sur ce plateau, comme nous sortent l'étude de faisabilité concernant Serakoro. On sait très bien comment ça a été construit. Mais le pire encore, et je termine là-dessus, quand on nous parle de Bamako, j'ai l'impression encore qu'on n'a pas compris vraiment la profondeur du problème de l'énergie du Mali. C'est que chaque fois qu'on nous parle, on parle de, comme mon frère dit, Kalabankoro à Badlabougou, on parle de Serakoro. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a la coupure d'électricité à Koulikoro. J'ai envie de vous dire qu'il y a la coupure d'électricité à Mouti. Donc, c'est le groupe électrogène de Serakoro qui n'alimente pas Mouti. J'ai envie de vous dire qu'il y a la coupure d'électricité à Gao. Sans vous parler de Tombouctou, de vous parler de Kaï. Aujourd'hui, un peu partout au Mali, l'énergie du Mali, elle est complètement défaillante. Est-ce que c'est parce que vous faites des travaux nationaux pour nous dire d'attendre et dans combien de temps il faut attendre? Et qu'est-ce que vous faites réellement comme travaux pour que le Malien lambda puisse travailler au moins 2 heures par jour? Plus on avance, plus on nous fait croire que les choses vont aller mieux, plus on observe que c'est pire. Je rentrerai dans les détails techniques de l'énergie du Mali avec des chiffres, avec des achats cette année, avec ce que l'énergie du Mali a dépensé en carburant et ce que l'énergie du Mali dépense en achat d'électricité et ce que l'énergie du Mali facture aux consommateurs. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, l'énergie du Mali doit même arrêter ces genres de travaux. Ils ne doivent même pas faire ces travaux-là. Parce que ça ne sert absolument à rien du tout. D'accord. Et ça sera encore pire. Et peut-être il faut attendre 2030 pour qu'on termine ces travaux. Et je vais rentrer dans les détails techniques de ces travaux-là pour vous montrer que sur la durée, ces travaux ne termineront pas avant 2045. D'accord. Vous gardez toujours la parole comme si seulement ces travaux seraient à l'origine de ces coupures d'électricité. Comment comprenez-vous le silence jusqu'ici des autorités de l'EDEM SA face à ces coupures récurrentes? J'aimerais bien que le directeur général de l'EDEM soit là pour répondre à cette question parce que pour moi, les travaux ne justifient pas. Sinon, ils auraient expliqué pourquoi on fait ces travaux et que c'est seulement 2-3 sites dont on nous parle, c'est tous les pays qui tombent en panne d'électricité. Comment se fait-il que les gens attendent aujourd'hui toujours ces groupes électrogènes qu'on nous a présentés? Je ne parle pas de cette attente, je parle précisément de ce silence des autorités de l'énergie face à ces coupures. Comment vous comprenez ce silence? Mais moi, je comprends le silence coupable. Franchement. Un silence coupable? Quand vous gérez... Ben oui, un silence coupable. Quand vous gérez une structure de ce genre, incapable de répondre au minimum des populations, qu'est-ce que vous allez sortir pour nous dire, après avoir utilisé toutes les recettes discursives, tous les discours ont été utilisés. La recette d'abord, c'était, il faut attendre parce que ça va penser un peu. On a utilisé la recette de la transition alors que le problème de l'énergie du Mali n'a rien à voir avec la transition politique de Assimi Goïta, ça n'a rien à voir avec Assimi Goïta. On nous a dit qu'il y a des travaux. On nous a dit qu'il faut attendre bientôt les groupes électrogènes. J'arrivais, les groupes électrogènes vont arriver. On nous a montré à l'ORTM, on a vu sur le portal les gros groupes électrogènes. On nous a donné même les délais qu'à partir du 30 septembre, donc les groupes électrogènes qui ont été grillés aussi, qui ne fonctionnent pas, qu'on a acheté avec 2 milliards de contribuables maliens, ça aussi c'est en réparation. Mais on va nous sortir toujours des délais, des causes, des raisons, mais qui ne justifient pas aujourd'hui qu'on se retrouve au XVIe siècle du monde qui vit au XXIe siècle. Ça ne peut pas se justifier. On aimerait bien qu'ils nous disent autre chose. On peut supporter tout, sauf la coupure d'électricité. Parce que les conséquences, je pense qu'on en viendra, et je vous donnerai les détails techniques des travaux, pour dire que ce n'est pas la vraie raison, parce que je peux vous dire le nombre de transferts est changé, le nombre de câbles qu'ils ont annoncé officiellement changé, et qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas, mais nous allons rester combien de temps à nous dire tout le temps, ce sont les travaux, c'est le personnel, nous sommes dans une réorganisation.
combien de temps on va le faire? Combien de temps on va attendre? Nous avons un commerçant avec nous sur ce plateau qui est au téléphone. El Hadj Dantouma Koïta, vous êtes vice-président du SINACODEM, Syndicat national de commerçants en détaillant. Quel a été l'impact de ces coupures d'électricité sur vos activités commerciales? Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je crois que depuis que nous sommes dans le commerce il y a plus de 30 ans, si nous avons eu des problèmes, c'est avec l'énergie. De tout le temps. Les coupures ont été très graves cette année, mais de tout le temps. Que ce soit les incendies, les brûlures, les flammes dans les marchés, les branchements illicites dans les poteaux, dans le compteur, dans nos marchés. Moi, étant dans une cour, j'ai fait une enquête il y a 3 ans, voir comment les compteurs sont branchés sur les poteaux. On a essayé d'approcher l'énergie, il n'y a pas de solution. Moi, quand même, le pays, je suis sur le lieu de la foire. Là, c'est comment on parle de l'intégration économique. Je ne peux pas avoir de développement sans courant. Aujourd'hui, il y a des commerçants qui ont des milliards, mais qui continuent à faire le commerce parce qu'ils ne peuvent pas faire de l'industrialisation. Le courant au Mali, ce que nous pouvons dire, que ce soit nos familles, que ce soit dans les marchés, c'est très cher. Je ne comprends pas comment la tarification se fasse, c'est très cher. Les coupures, là, ce ne fait que des dégâts. Des dégâts sur nos appareils, des dégâts sur la vente, parce que nous sommes tellement situés dans nos marchés, nous sommes dans le couloir. Quand tu vas dans le couloir, il y a des boutiques, il y a coupure de courant. Vous ne voyez même pas, à plus forte raison, de voir la marchandise. Ça veut dire quand il y a coupure de courant, toute la journée, nos tailleurs ne marchent pas, nos boutiques ne marchent pas parce que personne ne peut rentrer dans une boutique noire. Les gens sont obligés d'acheter des moteurs, des petits groupes partout, qui aussi nous envahissent avec ces filets et puis ces bruits. S'il y a une couche de la population qui a eu des dégâts, qui a eu des problèmes avec le courant, l'énergie au Mali, c'est le commerçant, à tous les niveaux. Parce que nous, c'est une couche où on pense qu'on n'est pas éduqué. Je crois, à part le cas de la cour Sabounement en 80 combien, eux, ils ont pu faire des constats et ils ont pu être dédommagés. Il n'y a pas d'année où il n'y a pas d'incendie, que ce soit dans les petits marchés, que ce soit dans les grands marchés. Et c'est toujours le courant, c'est toujours l'énergie. Ça veut dire, moi je ne comprends pas un service étatique qui est là, qui doit nous rendre service, mais qui nous crée des problèmes. Nous, quand même, commerçants, étant dans les associations de commerçants, si nous, on a eu vraiment, je ne sais pas quoi, c'est que des problèmes que nous avions eus avec l'énergie. Des problèmes. Et nous souhaitons qu'avec ces gouvernements, qu'on parvienne à avoir la solution. Les gens ont proposé des solutions. J'étais à l'âme d'un jeune frère, M. Diarra, qui était dans une association, M. Balo, dans une association de consommateurs, qui a fait même un procès. Je l'ai une fois vu au tribunal de commerce contre l'énergie, comme il est décidé, je ne sais pas si ça suit. Vraiment, il est temps que le moyen, c'est levé, c'est pas toujours avec les bâtons, c'est levé, c'est pas toujours dans la rue, mais il doit avoir une prise de conscience aujourd'hui, sur le plan national, que ce soit des commerçants, que ce soit des fonctions, parce que tout le monde aujourd'hui est dans ce problème. D'accord. On peut même peut-être une table ronde pour avoir la solution. Dantouma, quel effet de ces coupures sur vos chiffres d'affaires? Mais il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente. Le justement là ne peut pas vendre son justement. On est dans les boutiques où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lumière à plus forte raison que les gens viennent. Je ne suis pas industriel, mais notre syndicat est affilié à la Chambre de commerce. Nous travaillons avec les industries. Les industries ne marchent pas. Sauf les gens qui ont des groupes électrogènes. Et les groupes électrogènes, leur entretien, il faut une augmentation des prix des marchandises qui ne peut pas être faite aussi au Mali. Ça veut dire que c'est une vente et il n'y a même pas de production dans certains domaines. Ça veut dire que moi, je ne parle pas de cet instant de 2023 et je parle de tout le temps, depuis 30 ans que nous sommes dans le commerce. S'il y a davantage, si on a eu de l'avantage de l'énergie du Mali, nous, on n'a pas eu, le commerçant. La plupart, comme je te l'ai dit. D'accord, vous restez en ligne. Je répète. Oui. Vous restez en ligne, vous gardez la ligne. Le temps de donner la parole à Garaba Diallo. Vous avez dit tout à l'heure que des travaux qui sont en cours seraient à l'origine de ces coupures d'électricité. Quelle pourrait être la durée de ces travaux en cours selon vous, selon vos investigations?
Je voulais un peu rebondir par rapport à l'inquiétude d'Ambélé. Ok. Tu sais, une nouvelle installation est plus facile que réhabiliter une installation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'EDEM était déjà sur un réseau qui alimentait toute la population, le pays, si vous voulez. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de faire des travaux de renforcement. Maintenant, ces renforcements, l'injecter sur l'ancien réseau, ont posé des problèmes techniques. Donc, ils sont obligés c'est-à-dire de changer la transmission. Transmission, c'est-à-dire renforcer la ligne. Actuellement, quand tu vois la centrale de Serakoro, c'est pas encore en cours, c'est pas encore fonctionnel, moi, à mon avis, parce que le réseau sur lequel il devait être injecté est encore sur le piquetage. Ils sont en train de monter encore les poteaux, c'est pas encore fini. Ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, que ce soit à Bamako, à Sikasso, dans les autres régions, c'est ce que je suis en train de dire, c'est l'année des grands travaux pour l'EDEM. Donc ces travaux sont en train de toucher pratiquement toutes les localités. Voilà un peu où il y a des coupures. À Mopti récemment, Badjangara, un groupe avait préféré parce que là, je crois que le groupe, c'est dû à la puissance du groupe. Parce que tu sais qu'à chaque année, avec la démographie, il faut ajouter quoi. C'est-à-dire qu'il faut redimensionner le système, voir qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'il faut ajouter là-dessus. Donc, ce sont ces travaux qui sont en cours et c'est réellement notre constat. Et sa durée va prendre combien de temps? Maintenant, la durée, peut-être l'EDEM qui peut déterminer ça tout de suite. Parce que nous, on ne fait qu'observer avec eux. Actuellement, comme je te dis, je ne suis pas agent EDEM, je suis membre d'une association. Mais selon vos estimations, les populations vont continuer à prendre leur mal en patience? Non, ce n'est pas prendre leur mal en patience. Tu sais, ce problème, c'est tellement simple à régler. L'État n'est pas... Un État est un État. L'État est fort que tous. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est très simple. La direction générale de l'EDEM rencontre la direction de l'ORTEM. Peut-être que chaque 10 jours, chaque une semaine, ils font un communiqué avec des images à l'appui. Ça va calmer la situation. Ce que tu vois. C'est aussi simple que ça. Les centrales thermiques qui fonctionnent avec des carburants sont-elles adaptées à la forte demande des populations? Actuellement, tu sais que les centrales, pratiquement, nous sommes sur des centrales, comme tu le dis, thermiques seulement. Parce qu'il y a Belengue qui est en entretien à un moment, il ne sait pas si les travaux sont finis. Là, je n'ai pas eu l'information. Pratiquement, on est sur des centrales thermiques seulement. Donc, je crois qu'avec la démographie, comme je dis, c'est-à-dire que l'offre est plus que... le besoin estimé est plus que la production. Donc, ça demande souvent aussi des coupures, quoi. Voilà. D'accord. Dambélé, le commerçant a parlé tout de suite des branchements illicites dans les marchés. À qui profitent, selon vous, ces branchements illicites dans les marchés et dans les quartiers périphériques? Mais les deux. Il y a le consommateur véreux, mais il faut être d'accord à l'unanimité. Ce ne sont pas tous les agents de l'EDEM, mais pour faire un branchement illicite, ce qu'on appelle un faux branchement, pour voler l'électricité, il faut que tu sois en complicité avec un agent de l'EDEM. Tu ne peux pas voler l'EDEM pendant 3 mois sans qu'on te prenne la main dans les sacs. Il faut que tu sois en complicité. C'est pourquoi je vous parlais d'un problème de gouvernance interne à l'EDEM. Il ne s'agit pas ici de taper sur tous les agents de l'EDEM. De quel problème de gouvernance Alors, le problème de gouvernance, c'est que, d'abord, quand tu regardes le personnel de l'EDEM, un constat que tout le monde sait le faire, vous avez vu ça, mon frère l'a vu, quand les agents de l'EDEM viennent pour prélever le comptage chez vous, ils sont 3 à 4, pour prélever 10 chiffres. Ce n'est pas sorcier. Moi, je ne vais pas loin. Hein. Je donne ce qu'on voit tous les jours chez nous à la maison. Ils sont 3 à 4 à venir prélever sur ton compteur. Mais ces derniers temps, ils sont... Non, mais j'arrive. Il ne s'agit pas de dire dans 2-3 jours, les choses ont changé. Moi, je parle de ce qui se passe globalement. Ça, c'est auparavant, mais actuellement, c'est un agent par maison. Ils sont passés prélever chez moi il y a 3 jours. Donc, le voisin, j'ai te dit en connaissance de cause, ils sont 3-4 à faire toujours la même chose. Je ne sais pas dans quel quartier vous vivez. Moi, je suis du quartier populaire de Bankouni. C'est toujours la même chose. Il n'y a rien à changer.
Maintenant, quand 3 personnes ou 2 personnes viennent prélever 10 chiffres, c'est qu'il y a un sureffectif. Deuxièmement, il ne s'agit pas, encore une fois, de tous les agents de l'EDEM. Il y a des très bons agents. Mais à l'EDEM, allez-y voir, l'agent de l'EDEM, un agent simple de l'EDEM fait le travail des techniciens de l'EDEM. Le technicien fait le travail de l'ingénieur qui doit être là. L'ingénieur est dans son bureau. Allez-y voir à l'intérieur. Et je vous renvoie pour lire l'audit. L'audit qui a été fait par l'actuel ministre même, qui a audité dans son cabinet avant d'être ministre, celle qui a audité l'EDEM. Il faut lire le résultat de son audit. Et tu vas tout comprendre. Moi, je n'invente rien. Il faut lire l'audit. Tout est dedans. L'ingénieur est devenu bureaucrate. Les techniciens laissent sa place à l'ouvrier. Et quand on change selon 10 km de câbles, mais les câbles, on les retrouve à Dibidani. Mais tout le monde le sait au Mali. On n'invente pas la roue. Tout le monde le sait. Quand les transfos, on les change, les transfos, le même numéro se trouve dans les dépôts alors que ça a été encore une fois acheté à Dibidani. Mais tout le monde le sait, je te renvoie à l'audit. Je te renvoie à l'audit. C'est un problème interne. C'est-à-dire que l'EDEM est confronté non seulement au-delà de ce problème de branchement. On sait très bien que les usines, on sait très bien que tous ceux qui produisent les glaces, machin, allez-y voir, comment on appelle, le hall de Bamako. Faites un tour pour aller voir un peu partout dans les marchés ces mauvais branchements. Vous remontez juste à quelques centimètres dans votre enquête, vous tombez sur un agent de l'EDEM. C'est eux qui, en complicité avec des consommateurs véreux, qui arrivent à voler ça. Mais ce qui est pire encore, c'est que quand on fait le mauvais branchement, l'EDEM est en capacité informatiquement de savoir. Si l'EDEM n'est pas en capacité de savoir, c'est quand même très grave parce que quand tu regardes, tu plonges dans les documentations de l'EDEM, c'est que le système informatique permet de détecter les mauvais branchements. Comment on peut avoir autant de mauvais branchements au XXIe siècle? Je vous dis, monsieur, nous sommes en 2023. Nous ne sommes pas au XVIe siècle. Damonzo est mort il y a très longtemps. Souniata est mort il y a très longtemps. On n'allume plus les bougies. Nous sommes au XXIe siècle. 2023, notre souveraineté est dans un pays souverain où l'électricité, l'énergie au cœur du développement économique est défaillante. Mais quand vous regardez au-delà de cela, dans le même système de digitalisation, l'énergie du Mali est capable. Quand vous ne payez pas votre facture, comment l'EDEM sait que vous n'avez pas payé? Comment ils viennent chez vous pour couper? Comment ils savent ça? Donc ils peuvent savoir dans la même logique qu'il y a les mauvais branchements. Ils peuvent savoir dans la même logique que telle ou telle personne n'est pas câblée. Ils peuvent savoir dans la même logique que tel ou tel personnel est dans tel ou tel endroit. Ils peuvent savoir dans la même logique que tel ou tel carburant commandé n'a pas été livré. Parce que le groupe électrogène a un système d'alerte. Quand tu mets 100 000 litres, quand tu descends à 50 000 litres, il y a le système qui alerte, qui signale que vous êtes à 50 000 litres. Donc, il vous reste 2 heures, 3 jours ou 4 jours pour être en rupture. Comment on met le carburant, on a à sec et personne ne le sait et on laisse la population dans le désespoir total. Mais qu'on me dise que l'énergie du Mali est dans les travaux. Quel type de travaux, si ce n'est pas les travaux de contrôle, si ce n'est pas les travaux de digitalisation déjà effectués, mais non contrôlés, non suivis, abandonnés, parce que l'énergie du Mali est une vache à lait. Si vous me permettez, je termine là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est que je me réfère à un ancien ministre de l'énergie du Mali, Makan Aylou Toungara, qui donne quelques chiffres, ministre de l'énergie du Mali. Vous savez, je vous donne les derniers chiffres de l'énergie du Mali. 119 milliards de francs CFA ont été achetés en 2019. Je vous donne les chiffres de 2020, 2021, 2022 si vous voulez après. Dans le groupe électrogène, le carburant a coûté 119 milliards de francs CFA. L'énergie du Mali. 119 milliards de francs CFA. On a acheté le carburant. En 2019. En 2019, dans le groupe électrogène. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 160 milliards. Dans le gasoil. Ensuite, nous avons acheté l'électricité en 2019 à 140 milliards de francs CFA parce qu'on achète l'électricité avec la Côte d'Ivoire.
On achète l'électricité avec Séléngué, parce que vous savez, Séléngué n'appartient pas qu'au Mali. C'est géré par une autre société. Malantali plutôt. Malantali, et on achète l'électricité avec Malantali, parce que ça n'appartient pas qu'au Mali, c'est une autre société qui gère. On achète l'électricité avec Albatros. Ça coûtait en 2019 140 milliards de francs CFA. Et actuellement, ça nous coûte plus de 180 milliards de francs CFA. Quand vous faites le total déjà en 2019, c'est que l'énergie du Mali a acheté l'électricité à 259 milliards de francs CFA. L'ensemble des factures encaissées par l'énergie du Mali coûte 200 milliards. Donc, il y a un déficit de 59 milliards. Je vous dirai pourquoi je vous dis ça. Et l'énergie du Mali, en 2019, était endettée à environ 300 milliards. Aujourd'hui, on est dans les 360 milliards de francs CFA d'endettement. L'énergie du Mali ne peut pas s'en sortir. Elle est devenue un problème public. Et qu'est-ce qui arrive à ce niveau? C'est un problème de mauvaise gouvernance, un problème de volonté politique. Et je vais arriver après aux agents, à la gouvernance interne. Je parle de la structuration même de l'énergie du Mali. Nous avons aujourd'hui, dans notre pays, et comme toujours, nous avons de l'eau. Mais tu n'entends pas la transition vers l'énergie hydroélectrique. Tu entends toujours, oui, mais les groupes électrogènes, on va les acheter. Tout récemment, le monsieur dit que les groupes électrogènes sont tombés en panne parce que c'est une question de puissance. Mais c'est les groupes électrogènes qui ont été achetés tout récemment. Assimi a débloqué 7 milliards, dont 2 milliards de groupes électrogènes. Vous achetez des groupes électrogènes tout récemment qui ne sont pas en bon état et dont la capacité n'est pas bonne et ça tombe en panne. Vous imaginez qu'est-ce qu'on vient étaler l'incompétence alors qu'il y a des ingénieurs, et je termine là-dessus. Nous avons le soleil. 360 jours de soleil sur 365 jours de soleil. La Mauritanie aujourd'hui est en excédent de 300 mégawatts. 300 mégawatts. Elle est en train de négocier pour vendre l'électricité au Mali. Pourtant, la Mauritanie, cet excédent est dû à sa centrale solaire pour fournir, alors que le Mali est situé au même méridional que la Mauritanie. Nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons toutes les sources d'électricité, nous sommes encore avec les gasoils, alors qu'on ne doit même pas mettre le gasoil dans ces groupes électrogènes. On ne doit pas mettre de gasoil dans ces groupes électrogènes. C'est le fil lourd qu'on doit le mettre. On refuse de le mettre parce que ça coûte 4 fois moins cher que le gasoil. On met le gasoil parce qu'il y a un réseau d'achat du gasoil, parce qu'il y a des ressources, parce qu'il y a la corruption, parce qu'il y a le vol. On nous met dans un système qui ne marche pas, on tourne en rond, on vient justifier. Il y a des travaux à gauche, il y a des branchements. Non, le problème de l'énergie du Mali est un problème de déliquescence totale. D'accord, vous aurez la parole bientôt, le temps de donner la parole à Koïta. Koïta, sans électricité, comment faites-vous pour marcher vos affaires? Bon, on s'en remet à Dieu. Moi, ce que je peux dire, depuis plus de 50 ans, on n'était pas quand même commerçant, ce problème-là persiste. Mon précédesseur vient de dire que le Mali est un pays de soleil, c'est le soleil qui nous tue. Or que le soleil est transformé partout maintenant où les gens produisent des énergies pour leur pays. Nous, c'est que dans les propositions, peut-être les commerçants ne sont pas pris en compte. Mais les commerçants sont des intellectuels parce que nous voyons des expériences dans les pays. Nous voyons des expériences dans les villes, dans les pays comme le Dubaï. Dans les pays, c'est l'énergie solaire qui fait tourner ces pays-là. Bon, moi quand même, dans les propositions, quand nous regardons, on dit que c'est des pays, il y a des jeunes professeurs et des docteurs, excusez le terme, mais on ne parvient pas à avoir la solution du problème. Je sais quand même que le problème, ça doit être un problème de gouvernance. L'énergie, c'est peut-être comme une famille. Non, il y a un monsieur qui a fait peut-être une intervention, il dit que le monsieur est là, sa femme est là, son frère est là, mais personne ne peut pénaliser personne. On a c'est la vache laitière comme notre vient le dit. Mais je crois qu'il faut que l'État tape sur la table. Ça veut dire la guerre là, finir avec la guerre au nord et finir avec la corruption aussi au sud ici. Moi je crois que la solution de ce problème-là, ça doit être un problème de corruption à un certain niveau. On ne peut pas trop s'aventurer parce qu'on n'a pas certaines preuves. D'accord. Ce qui ne va pas, et c'est la solution de ce problème-là. On est là, toutes les années, nos marchés sont brûlés. Et on dit 10 milliards, 3 milliards sont partis en fumée. C'est ce que je dis aujourd'hui, si quelqu'un, s'il y a une couche qui a
vraiment eu des problèmes avec l'énergie, c'est le commerçant. Et ce que nous pouvons dire, comme on n'est pas dans les prises de décision, nous, on s'en remet à Dieu. Et en Bambara, je dis que Amamro Dangali, tous ceux qui sont à la base de ces problèmes-là, ils seront jugés un jour. Ils vont répondre. Pas sur terre ici, ils ne répondront pas ici devant les juges, devant les procureurs, ils vont répondre ça devant Dieu. Parce que tout est payé en noir. L'autre jour, j'ai posé avec un jeune frère. Il dit qu'on a quitté nos villages pour venir à Bamako à cause de la lumière, de l'électricité. Aujourd'hui, Bamako est dans le noir. Moi, je crois qu'il faut que la gouvernance risque. Il faut qu'aujourd'hui, le ministre actuel qui est là, ce qu'il est en train de faire qu'il hausse le ton. Que ce ne soit pas seulement les choses de radio, télé, de ce que vous êtes en train de faire, des interviews, que ça s'arrête à ça. Il faut qu'on frappe ceux qui font des désordres dans ce domaine pour qu'il y ait la solution. D'accord. Les responsables connaissent tous la solution que nous parlons. Pourquoi il y a changement de ministre, pourquoi il y a changement de directeur, pourquoi il y a changement de telle personne. C'est des causes qui font qu'il y a changement. S'il y a changement, quelqu'un d'autre vient. Pourquoi ils reprennent ça? Parce qu'il n'y a pas de sanction. Bon, ça, c'est mon avis. D'accord. Alors, restez en ligne. Il parlait tout à l'heure de 160 milliards de francs CFA en 2023 dans le gasoil, avec une recette de 200 milliards de francs CFA. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres que Clément Dembélé? Moi, en réalité, les chiffres, j'ai aucun chiffre. Je n'ai pas de chiffres. Techniquement, j'ai fait des constats, je fais des critiques, des suggestions. Mais les chiffres, en réalité, je ne maîtrise pas. Parce que je n'ai pas les moyens d'aller jusqu'à ces chiffres. D'accord. Alors, comment, selon vous, se fait la production d'électricité au Mali? Tu sais, la production au Mali, de l'électricité au Mali est très, très compliquée. C'est compliqué pour aujourd'hui, regarde. Toute structure que tu vas demander de s'installer sur un groupe ne pourra pas tourner plus d'1 mois. Alors, lorsque l'État malien paie du carburant très cher, produit très cher, vend de l'électricité subventionnée. Donc, tu vois un peu le problème de l'EDEM. Ça veut dire qu'eux, ils travaillent à perte. Alors, à quoi servent nos barrages alors? Je viens. Nos barrages, parce que actuellement, nous n'avons pas assez de barrages hydroélectriques qui tournent. Pratiquement, c'est Sélingue seul qui tourne, à mon avis. Est-ce que tu vois? Manantali aussi était en entretien. Il y avait des travaux d'entretien à Manantali cette année, parce que j'étais là voir le barrage ici, il n'y a pas de fissures. Et puis maintenant, comment la rendre encore plus durable? Ces travaux étaient en cours. Je crois que ça a pris 5 mois comme ça. Là, j'ai suivi. Aujourd'hui, regarde, le coût, c'est-à-dire le prix, l'argent que l'État investit dans l'EDM pour pouvoir donner l'électricité aux Maliens est plus élevé par rapport à la facture. Il y a tous ces problèmes qui jouent beaucoup sur l'EDM. Ce que tu vois. Mais là, les gens ne font pas le constat. Maintenant, la crise énergétique qui est en cours cette année. Voilà pourquoi le gouvernement a décidé de quitter un peu le thermique pour aller sur l'énergie verte. Nous allons parler de l'énergie verte tout à l'heure. Après un séjour en Russie, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Mme Bintou Kamara, annonce des accords de coopération avec Moscou pour développer l'énergie verte et le nucléaire civil, suivant sa réaction. La mission, vraiment, ça a été un langage de vérité. Tout ce qu'on a comme problème, on ne peut pas dire que tout est résolu à 100%, mais plus de 50% au moins seront résolus. La preuve, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on doit réaliser cette énergie verte-là, le problème, c'est qu'on a un temps, dans les 3 ans, il faut quand même continuer avec ce qu'on a. Donc ça va poser le problème d'hydrocarbures. Et ce problème d'hydrocarbures est également résolu parce que le ministre de l'Énergie de la Fédération de Russie dit que ce problème d'énergie, il va le prendre en charge. Et également, dans 3 ans, on va commencer à avoir l'énergie verte, surtout l'énergie solaire, parce que le Mali, c'est quand même un pays très, très ensoleillé. Et également, on a l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, ça, c'est quelque chose qui peut durer un peu dans le temps. Pour que ça puisse démarrer, il faut compter au moins 7 ans. Mais en attendant, il y aura des formations de jeunes sur l'énergie nucléaire que la Russie va assurer. Il y a également une sensibilisation de la population qui va être faite. Et le 3e volet, surtout, ça concerne les infrastructures. Les infrastructures, c'est surtout les réseaux qu'il faut mettre en place et puis les routes aussi qu'il faut mettre en place pour l'énergie nucléaire. Quelle est la valeur ajoutée de l'énergie verte selon vous?
la valeur ajoutée. C'est-à-dire, regarde, aujourd'hui, je vais revenir puis continuer, quoi. Aujourd'hui, avec la crise énergétique, c'est-à-dire que le carburant est en train de flamber chaque jour. Donc l'État, tout de suite, madame vient de nous dire ça. L'État a décidé de quitter pratiquement le thermique pour aller sur l'énergie verte. L'énergie verte, l'avantage, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a plusieurs possibilités d'avoir de l'électricité. Ça veut dire qu'on peut créer des champs solaires. Depuis l'apparition du soleil, nous avons de l'électricité qui sera injectée dans le réseau. Ou bien, il y a la possibilité aussi, c'est-à-dire qu'au moment où il y a l'injection réseau, il y a une possibilité aussi de stocker cette énergie et l'utiliser après la coucher du soleil, ce que tu vois. Donc voilà un peu l'avantage par rapport au thermique, ce que tu vois. D'accord. Une énergie verte dans un délai de 3 ans au Mali, est-ce tenable? C'est possible. Mais le problème n'est pas là. Et moi, je suis content que Madame la ministre nous annonce qu'il va y avoir une énergie verte dans 3 ans. C'est-à-dire que les artisans doivent fermer les ateliers dans 3 ans, le problème sera réglé. Les industries, on va tout fermer dans 3 ans, c'est réglé. Le problème aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on va faire demain matin? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est la vraie question. Et la vraie réponse, qu'on nous dise dans une semaine, est-ce que Bamako va toujours rester dans le noir? Vous avez un intervenant, M. Dantouma Koïta, qui dit que les gens ont quitté les villages pour venir à Bamako, pour avoir l'électricité, mais Bamako est dans le noir. Est-ce que vous comprenez le désespoir dans cette phrase, la déception dans cette phrase? Mais la vraie question, c'est que qu'est-ce que les 5 millions de personnes qui travaillent dans l'industrie et le commerce, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a au Mali presque 12 millions de commerçants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand vous demandez le syndicat des artisans, ce matin j'ai demandé à M. Fofana, il me dit que le nombre d'artisans au Mali est compté entre 7 et 8 millions de personnes. Pour le nombre de familles, chaque famille correspond à au minimum 5 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là d'ici 3 ans? Moi, j'aimerais bien qu'on me dise la semaine prochaine, est-ce que le problème sera réglé? Si ce n'est pas réglé la semaine prochaine, est-ce qu'il faut attendre 3 ans pour avoir l'énergie verte? Mais je suis content parce que l'énergie verte, ça nous donne la souveraineté, ça nous donne une autonomie. Vous parlez de souveraineté énergétique. Cette souveraineté énergétique dépend-elle de l'énergie verte? Mais quand vous avez l'énergie verte, ce sont les centrales solaires et c'est l'hydroélectrique. Pour le cas du Mali, tu ne peux pas faire autrement. Parce que les éoliennes, il n'y a pas assez de vent qui tourne. Et nous avons 360 jours sur 365 jours de soleil. Donc, ce sont les centrales solaires, comme la Mauritanie l'a fait, comme le Maroc l'a fait. Le Maroc, aujourd'hui, est dans sa capacité de production de 65%. La Mauritanie est à 48%. Donc, le Mali peut aussi être supporté par l'énergie verte, c'est-à-dire la centrale solaire. Ensuite, l'hydroélectrique, parce qu'on a les 2 fleuves, le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Donc, nous pouvons avoir des barrages et produire beaucoup d'électricité. C'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est dans 3 ans. C'est dans 3 ans. Et les promesses ne tiennent qu'à ceux qui le font. Maintenant, il faut aller dans une autre dimension. Elle a parlé des centrales nucléaires. C'est dans 7 ans. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques des centrales nucléaires. Je ne vais pas parler de la capacité d'approvisionnement. Et combien ça coûte pour la production, et combien ça coûte pour l'importation des produits. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. On va peut-être penser que je suis en train de taper sur le projet, mais ce n'est même pas le cas. Mais régler d'abord le minimum d'électricité au lieu de nous parler de centrales nucléaires dans 7 ans. Mais vous imaginez ce que ça fait? Vous n'avez pas mangé ce matin, vous êtes en train de mourir de faim, on vous dit, ne vous inquiétez pas, dans 10 ans, vous allez manger. Non. La vraie question, c'est que qu'est-ce qu'on fait maintenant tout de suite avec l'énergie du Mali, que demain les gens puissent avoir l'électricité, et qu'est-ce qu'on peut faire d'ici demain et dans une semaine? Voilà les vraies questions, les vraies réponses. Ce n'est pas dans 3 ans que ce problème va servir, ce n'est pas dans 7 ans, c'est une bonne chose, c'est des bonnes annonces. La Russie peut supporter, mais vous savez, si j'attendais qu'on nous dise que la Chine nous a promis de nous produire l'électricité parce que les Chinois et les Turcs sont à la pointe d'une capacité de production immédiate d'énergie. Mais on va encore à la Russie, je ne suis pas contre ça, mais la Russie, c'est dans 7 ans.
Et c'est dans 3 ans. D'accord, il nous reste 5 minutes à partager entre vous trois sur ce plateau. Dantouma Koïta, une énergie verte dans un délai de 3 mois, est-ce que cela va soulager, dans 3 ans, est-ce que cela va soulager les commerçants du Mali? Bon, je ne souhaiterais pas, si ça continue comme ça, tout le monde serait en faillite. Le courant devrait trouver peut-être une nouvelle génération de commerçants au Mali. Tous ceux qui ont de l'argent, on va tous manger nos argents aux médicaments, à la nourriture. Moi, je parle du commerce. Je suis aussi dans l'association de lutte contre le diabète. J'ai toujours été dans le centre diabétique quand il y a coupure. On a des parents malades. On sait qu'aujourd'hui, les coupures, ce que ça fait. C'est vrai, on parle de l'économie que nous voyons, mais sur le plan sanitaire, combien de personnes peut-être vont mourir dans des situations où il manque de courant. Moi, quand même, comme on ne parle pas d'abord de propositions, je crois que c'est un pays où il y a quelques intellectuels, mais les illettrés qu'on nous prend ont aussi les solutions des problèmes. Mais chez nous, tout a été un problème de groupe d'amis qui disposent, qui parlent du pays. Selon cette coupure-là, qui est là depuis des années. Aujourd'hui, je te dis qu'il y a des commerçants qui ont pas nous. D'accord. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour atténuer la souffrance des populations face à ces coupures d'électricité intempestives? Bon, moi, je crois que la première des choses, d'abord, ça, c'est la communication. Que le ministre sort pour expliquer. Parce que moi, je crois qu'il y a 1 an, quand on était en embargo, on a vu des camions pleins de groupes. Où sont partis des groupes qui ont détourné. Le Malien est quelqu'un, le Malien de nature, pardonne, qui a des situations de promesses et qui a des situations de vérité. Quand on sort pour faire les débats que vous êtes en train de faire à Studio Tamani, on fait des débats, au lieu de faire des théâtres, beaucoup de choses à la télé aujourd'hui, même s'il n'y a pas de courant, que les gens parlent, qu'ils expliquent. Mais moi, je crois qu'on participe à beaucoup de débats. D'accord, il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Je vais donner le temps à Garba de réagir. Garba, selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour atténuer la souffrance des populations face à ces coupures? Bon, une question un peu difficile à répondre, mais moi, ce que j'aimerais dire, ce que j'aimerais proposer tout de suite, c'est quel que soit le choix énergétique que le pays va décider d'en faire, c'est tout de suite commencer vraiment les études de faisabilité. Que nous partons sur le système solaire ou bien nous partons sur l'hydroélectrique, qu'on commence depuis aujourd'hui ces travaux de faisabilité. Voilà ce que moi j'aimerais dire. Selon vous, quelle solution à ces coupures d'électricité? Nous avons un problème d'insécurité. L'insécurité s'aggrave toujours avec la coupure d'électricité. Ça s'intensifie. Aujourd'hui, je pense que la question qui se pose aujourd'hui, dans l'urgence, j'aimerais bien, vous allez rigoler, on essaie d'enlever 20% de toutes les dotations de tous les ministères, de tous les départements, et qu'on s'assume face à l'histoire et met ça à côté. Et que les membres du CNT qui sont là, qui représentent l'État, renoncent à leur salaire. Que tous les ministres du Mali renoncent à leur salaire. Que le président du Mali donne tout son fonds de souveraineté et que le premier ministre renonce à son salaire. Qu'on cumule tout ça et qu'on dit on a mis ça pour l'électricité. Si ça ne suffit pas, les Maliens vont accepter le reste. Ça sera parce que les dirigeants ont montré les capacités, leurs efforts à supporter. Ils ne sont pas capables, on ne les en veut pas. On ne peut pas les tuer parce qu'ils ont fait l'effort. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que tout le monde est là à parler de l'énergie du Mali, des problèmes d'électricité et qu'on n'essaie pas de couper à gauche, à droite pour colmater dans l'urgence. On est dans une urgence énergétique et c'est une urgence de guerre aussi. D'accord, c'est sur ce mot que prend fin ce grand dialogue qui parle des coupures d'électricité au Mali, un calvaire sans fin. Et nous étions avec 3 invités, Garaba Diallo de l'association des professionnels d'électricité au Mali, Clément Ndambélé de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage et El Hadj Dantouma Koïta, vice-président du SINACODEM, syndicat national de commerçants en détaillant. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga. Ce débat a été réalisé par Mariam Koulibaly. Merci de l'avoir suivi et à demain pour un autre débat.